Bonsoir, merci de l'invitation. Bonne fête à toute la direction, les journalistes, les techniciens de la chaîne de Magharibia, à tous nos téléspectateurs. Merci pour votre fidélité, Karim Tabou. On va revenir sur la situation en quelques minutes avec vous en Algérie. Les détenus, on rappelle que tous les lundis, vous allez pointer à la caserne et malgré ça, vous continuez votre combat, un combat pour un changement, pour un État de droit, un État libre, une réelle démocratie. Une question assez simple pour vous, Karim Tabou. Comment vivent encore une fois les Algériens et les Algériennes cette journée de l'Aïd aujourd'hui? Encore une fois, merci. J'aimerais d'abord saluer les téléspectateurs, mais également exprimer ma gratitude, toute ma reconnaissance et surtout mes souhaits de bonne fête aux détenus d'opinion qui sont encore dans les prisons, à la diaspora, à tous les Algériens qui sont contraints à l'exil, qui sont à l'étranger, et pour beaucoup d'entre eux, ils n'ont pas les moyens de venir, et également frappés donc de la menace d'être arrêtés, interpellés, embêtés. Je sais que une grande partie de la diaspora aurait souhaité passer les fêtes de l'Aïd avec leur famille, dans leur village, dans leur région. Et malheureusement, une partie de cette diaspora est actuellement victime de ces interdictions, de ces harcèlements, de ces embêtements du pouvoir. Mais également, nous ne pouvons pas parler de l'Aïd sans penser également aux gens qui souffrent dans le monde. Vous l'avez bien exprimé. Et ma pensée particulière va pour les enfants, les femmes, les Palestiniennes et les Palestiniens qui souffrent en ce moment. C'est très difficile de parler de l'Aïd lorsque vous voyez défiler de telles images d'horreur, de misère, de peuples dans le monde et particulièrement le peuple palestinien. Mais bien sûr, les Algériens en Algérie qui souffrent également. Vous avez insisté dans votre présentation sur la crise sociale, bien qu'il y a une vraie crise sociale, mais la crise du pays est surtout une crise politique. Je vais vous expliquer pourquoi c'est une crise politique à la base. Parce qu'en Algérie, il y a deux Algéries. Il y a une Algérie du dehors et il y a une Algérie du dedans. L'Algérie du dehors, c'est cette Algérie des misérables. C'est cette Algérie des petites gens. Vous savez, dans un quartier, et moi j'aime être concret, autant on parle de l'Aïd, certains même politisent l'Aïd en disant oui, monsieur Tabou, mais vous voyez que les choses négatives, regardez un peu du côté des chiffres et des choses que le pays est en train de réaliser. Mais moi j'aimerais être concret. Moi je ne suis pas quelqu'un qui prend pour argent comptant tous ces chiffres, toutes ces contre-vérités, toutes ces images maquillées, parce que, comme je l'ai dit, l'Algérie du dedans, elle est vraie, c'est une Algérie du GT de 20 heures, c'est l'Algérie de Club des Pins, c'est l'Algérie du Square, c'est l'Algérie de ces gens à qui on ramène des moutons, on leur crée tout le confort. C'est l'Algérie des gens qui sont dedans et qui considèrent que ce pays est un bien pour eux et pour leurs enfants. C'est l'Algérie de ceux d'en haut qui regardent d'en haut ceux d'en bas avec un regard de mépris et d'arrogance. Mais par contre, ceux de l'extérieur, c'est-à-dire du dehors, eh ben, je vous dis, dans un quartier populaire comme le quartier où j'habite, les gens sont préoccupés par beaucoup de choses. La première est que vous voyez le spectacle des citernes, des gens qui attendent l'arrivée de la goutte d'eau dans les robinets. C'est une triste réalité. Bien que le chef de l'État est en train de parler de milliards de dollars, de troisième économie en Afrique, il prend les photos avec les grands de ce monde parce que
lui, il est du dedans et il a besoin de prendre des photos pour des motifs électoralistes, pour des raisons politiques. Mais l'Algérie du dehors, c'est l'Algérie des citernes, c'est l'Algérie qui attend l'arrivée de l'eau, c'est l'Algérie qui est en train de faire des baraudages partout, toutes les maisons sont obligées de mettre des baraudages parce que les Algériens sont dans l'insécurité. C'est les Algériens qui sont en train, dans tous les quartiers, de cotiser pour placer des caméras, pour se surveiller, pour essayer de trouver un minimum de sécurité. Mais c'est également l'Algérie de ces candidats au bac qui traversent des barrages et qui subissent des fouilles et qui voient le spectacle du pouvoir qui est là et qui augmente de leur stress, qui augmente de leur peur, et en perspective, ils savent très bien que les débouchés professionnels ne sont pas sûrs, que l'avenir est sombre. C'est cette Algérie-là qui est là, c'est l'Algérie des saletés, si vous voyez. Aujourd'hui, les villes algériennes, ils sont livrés à elles-mêmes, les citoyens souffrent. Mais bien que vous allez à Club des Pins, vous allez dans les résidences d'État, vous allez dans les zones vertes, ce sont des zones qui sont bien protégées, bien prises en charge. Ils ont un État qui nettoie, qui ramasse les ordures, qui assure l'eau, qui assure le transport, qui assure la sécurité, alors que dans nos quartiers, les jeunes sont face à la drogue, face au chômage, face aux problèmes. Donc, lorsqu'on parle de l'Aïd, nous ne sommes pas pessimistes, bien au contraire. C'est cette colère-là qui nous donne cette force de continuer de militer pour sortir de cette situation, pour extraire ce pays de ces gérontocrates. Vous imaginez cette image d'un chef d'État qui fait la prière sur une chaise dans un pays qui compte 70% de sa population, ils sont jeunes. Comment un jeune, quand il voit le chef de l'État, le président du Sénat, le chef d'état-major faire la prière sur la chaise, comment il peut regarder avec espoir un pays comme ça? C'est le pays de la jeunesse, c'est le pays de la fraîcheur mentale, c'est le pays qui doit être le pays de la fraîcheur intellectuelle. Et nous sommes otages de gérontocrates, de gens qui sont au seuil des cimetières, qui sont aux portes de cimetières, et qui condamnent ce pays à attendre que le cimetière les prend pour espérer une perspective. C'est ce pays-là qui nous fait cette colère. Et je vous assure, une seconde de Chaban, je vous assure que ces Algériens, malgré toutes les difficultés, ils gardent quand même l'espoir dans leur visage, dans leur espoir d'avenir. La situation est difficile, le pouvoir d'achat est très dur, les Algériens n'ont pas les moyens de faire face à leurs besoins. Il y a des gens après l'Aïd, ils s'endettent, ils auront des dettes à accumuler, à régler. Il y a des gens qui sont en train de voir leurs enfants sans être capables de leur assurer le minimum de la vie. Eh bien, de l'autre côté, il y a des gens qui préparent des élections, qui dépensent des milliards pour essayer de corrompre une partie de la population. Ils ont besoin de cette partie de la population parce qu'il est misérable, mais c'est pas pour leur diminuer de leur misère, mais c'est juste pour les utiliser comme applaudisseurs et applaudisseuses dans une supercherie électorale pour que le pays reste dans la misère. Il suffit de regarder ce spectacle de citernes qui prennent la route vers Tiaret. À Tiaret, il n'y a pas eu de séisme. À Tiaret, il n'y a pas eu de catastrophe naturelle particulière. À Tiaret, il n'y a pas eu un volcan qui s'est mis en mouvement. Et la wilaya de Tiaret, c'est comme beaucoup de wilayas. On n'entend pas parler des wilayas du sud. On n'entend pas parler de la Kabylie. Dans certains villages, il n'y a pas d'eau pendant 5 jours, pendant 10 jours, pendant 15 jours. Mais on ne voit pas également ces institutions, le gouvernement, le Premier ministre. Les Algériens ne connaissent pas leur Premier ministre. Ils connaissent même pas son nom. Les Algériens ne connaissent pas les ministres. Ils s'interrogent même pas. Les Algériens ne connaissent pas les députés ni l'Assemblée nationale. Mais c'est également un élément révélateur
que ces institutions servent tout simplement d'institutions de façade parce que le vrai pouvoir n'étant pas dans le gouvernement, n'étant pas dans l'Assemblée, n'étant pas dans les institutions de façade. Nous connaissons très bien qui gère le pays, même avec l'absence du chef de l'État. Qu'il reste des jours ou des mois ou des années, nous avons eu l'expérience. On a eu un chef d'État hémiplégique et qui est resté sur un fauteuil roulant pendant 5 ans et le pays a toujours fonctionné comme ça. Et vous voyez très bien, avec cette image triste d'un chef d'État et de son chef d'état-major et du chef du Sénat qui font leurs prières sur des chaises, on a vu déjà cette image. C'est du déjà vu au temps de Bouteflika. C'est du déjà vu par le passé. Et l'Algérien, quand il regarde ces images, bien sûr, il y a des souvenirs qui défilent dans sa tête et il regarde bien un pays qui a toutes les chances d'aller de l'avant, qui a un potentiel naturel, qui a un potentiel humain extraordinaire. Vous pouvez imaginer en 2024, à l'ère de la technologie, un pays qui bloque Internet pendant les épreuves du bac. Vous imaginez aux États-Unis, en France, au Canada, dans n'importe quel pays, on bloque Internet pendant 5 jours, ça va coûter des milliards de dollars. Ça va avoir des effets dévastateurs sur l'économie. Mais en Algérie, il y a un pouvoir qui décide de tout et qui est là et qui exhibe au quotidien sa puissance, qui exhibe au quotidien ses effectifs, dans les épreuves du bac, dans les marchés, dans les stades, partout, le pouvoir exhibe sa puissance pour dire que je suis là. Mais il est là pour surveiller les Algériens. Il est là pour empêcher les Algériens qu'ils s'organisent, pour empêcher les Algériens qu'ils se parlent. Il est là juste pour surveiller et assurer sa survie en surveillant les Algériens. 44 millions d'Algériens sont plus que des sans-papiers, sont à résidence surveillée. Lorsque vous voyez les Algériens qui vivent dans la précarité, une grande partie, des fois ça me fait rire lorsque j'entends des responsables parler de ces Algériens, des sans-papiers qui sont ailleurs. Que des Algériens soient des sans-papiers en France ou en Europe, c'est tout à fait normal. Et s'ils avaient un État capable de défendre leurs intérêts, ils se seraient soustraits justement à cette vulnérabilité, à ce problème. Mais déjà en Algérie, nous sommes des sans-papiers. Lorsque vous voyez les Algériens, ils n'ont pas les moyens, ils n'ont pas les papiers, ils ne sont pas en situation régulière, autant dans leur maison, dans leurs biens, dans leur travail. Personne n'a la garantie de rester et de bénéficier de ces droits. Lorsque vous vivez une telle situation, j'ai expliqué tout au début que en Algérie, il y a 2 Algéries. Il y a une Algérie officielle et il y a une Algérie officieuse. Il y a une Algérie du dedans et il y a une Algérie du dehors. Il y a une Algérie du confort et il y a une Algérie de la misère. Il y a une Algérie qui se sert de l'État et qui se procure tous les moyens de sécurité, de propreté, etc. Moi, je me pose la question. Dans mon quartier, j'ai des médecins qui sont des ingénieurs, qui travaillent dans des hôpitaux, qui sont des gens respectables. Mais malheureusement, aux environs de notre quartier, dans la ville, c'est une ville abandonnée à l'instar de toutes les villes algériennes. Par contre, quand vous allez à Club des Pins, c'est bien fait, c'est bien taillé, c'est bien propre. Est-ce que les gens qui y habitent à Club des Pins sont des savants? Est-ce qu'ils sont mieux que nous? Est-ce qu'ils sont plus compétents que nous? Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Et malheureusement, dans ce pays, il y a un État qui sert une partie et qui dessert une partie. Il y a un État qui donne les moyens à une partie et qui les prend de l'autre partie. Donc, vous voyez très bien que le tableau, il n'est pas beau. Le tableau, mais c'est le miroir. Si c'était un tableau, on aurait fait un autre tableau.
Mais face au miroir, tu ne peux pas changer le miroir. Le miroir ne fait que te renvoyer ta vraie image, ta vraie situation. Vous imaginez, en 2024, il y a encore des détenus d'opinion, il y a encore des jeunes qui peuvent pas passer l'Aïd avec leur maman, avec leurs parents, avec leurs frères pour avoir fait un post sur Facebook. Vous imaginez, nous sommes à l'ère primitive par la faute de ce point. Nous ne sommes plus dans la modernité. Nous ne sommes plus dans le temps du monde. Nous ne devons plus écrire 2024 en Algérie. Nous devons écrire 1024, pas 2024. Nous sommes en retard de 10 siècles par rapport à la mentalité du pouvoir et pourtant, il y a une jeunesse compétente lorsque je vois les Algériens qui partent à l'étranger et qui réussissent, qui sont le modèle, qui sont l'exemple. Cette étudiante aux États-Unis, première dans l'Institut de médecine, ces jeunes qui réussissent au Canada, ces jeunes qui obtiennent des diplômes partout dans le monde sont des Algériens qui sont partis de ces quartiers misérables. Et par contre, les enfants des dirigeants de ce pays qui travaillent à Sonatrach, qui travaillent à Air Algérie, qui sont recrutés d'office et qui font les grandes écoles et qui n'ont montré aucune compétence au retour pour le pays, c'est une réalité qu'il faut dire. Merci. Je sais que ça peut me coûter ce que ça doit me coûter, mais le miroir, il est là. Le miroir, il est là. Ceux qui veulent regarder ce pays dans le miroir, il est là. Et le vrai miroir, le vrai miroir, c'est ton fils ou ta fille. Lorsque tu la regardes les yeux dans les yeux, tu sauras est-ce que dans ce pays, dans ton parcours, dans ton histoire, tu as été un homme, tu as été une femme d'honneur ou tu as été un lâche Merci. qui n'a pas assumé ses responsabilités. C'est le point de discorde, c'est le point qui sépare les Algériens. Il y a d'un côté ces femmes et ces hommes d'honneur et de l'autre côté ces gens sans honneur et qui sont là par leur faute. Il y a la bêtise qui sévit et il y a la bêtise qui perdure. Merci infiniment. Merci Karim Tabou d'avoir été avec nous.